littoral des territoires de Djougou, comme dans la province voisine de l'Ituri au nord Kivu. La situation est préoccupante comme nous le suivons tous. Si je peux commencer par chez moi en Ituri, beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste aussi à faire. Et la situation telle que ça a évolué, il y a 3 ans, le chef de l'État avait décrété l'état de siège dans la province de Nord Kivu comme en Ituri. Et le travail déjà fait est remarquable. Nous-mêmes, avant de venir ici, nous avons beaucoup travaillé sur le retour de la paix en Ituri, avec toute la volonté manifeste d'avoir la conséquence ou alors l'impact sur la partie nord ou alors grand nord de la province du Nord. On a beaucoup donné auprès des autorités nationales, auprès des autorités provinciales. Peut-être c'est entre autres ce qui nous a amené, bien ce qui a convaincu notre électorat à pouvoir nous amener pour le représenter au niveau de l'Assemblée. Comme je disais, la situation est préoccupante. Au moment même où je parle, aujourd'hui, tous les matins, les groupes armés, notamment la Codeco et Zaïre, se sont affrontés dans la région minière, non loin de la commune rurale de Mongwal, dans le village qu'on appelle Loju. Il y a eu mort. Hier, il y a eu encore affrontement dans la même région avec Mordor. Mardi, nous avons encore appris dans le littoral du lac Albert. Il y a eu encore affrontement entre les deux groupes armés dans la partie beaucoup plus nord de la Albert. Il y a eu Mordor. Ça veut dire que la situation est loin d'être lisante. On a encore des difficultés à contenir le groupe armé. Et pourtant, il s'agit de groupes armés qui se sont engagés dans le processus de paix. Ils ont manifesté ça lors de la dernière mission effectuée par son Excellence Jean-Pierre Bemba, alors vice-premier ministre et ministre de la Défense. Mais hélas, sur le terrain, on observe encore les violations de ces actes d'engagement signés cette fois-là par tout le monde. Quelqu'un comme moi, je viens de la notabilité de chez nous où je travaillais au nom de ma communauté, même si je ne peux pas ou bien si vous le voulez, je peux le dire aussi, parce que je suis connu. Quand les gens vont suivre, ils savent qui parle. Nous avons travaillé et on a compris que les enjeux, on ne peut pas terminer d'en parler dans une émission qui ne va durer que peut-être 30 minutes, à moins qu'on les organise d'une manière séquentielle. L'Ituri a besoin de la paix pour ceux qui veulent qu'il y ait la paix. Mais pour ceux qui tirent dividendes des conflits en Ituri, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Prenons l'exemple, aujourd'hui je venais de vous dire qu'il y a de violences dans la région minière, sérieusement. Et certainement, il y en a qui sont en train d'exploiter de l'or sous la bénédiction ou alors avec la protection des groupes armés. L'information que je venais de partager avec vous signale que la Codeco avait été attaquée par Zaïre dans une mine, dans un carré minier. Et même s'il y a des répliques, c'est toujours dans les carrés miniers. Tato Zaïre qui attaque, Tato Codeco qui attaque, toujours dans le milieu où on contrôle la production de quelque chose. Je venais de vous parler du littoral. Là, il y a le contrôle des productions de poissons. Vous le savez très bien, c'est le lac qui produit à une quantité suffisante de poissons. Et donc, au regard de cette situation-là, nous pouvons dire que les intérêts priment sur la volonté de ceux qui veulent que ça s'arrête. Vous veniez de poser la question sur l'état de siège. L'état de siège, si ça ne dépendait que de moi, ça pouvait continuer. Parfois, la force des mal semble au début dépasser celle du bien, mais on finit par gagner. Regardez avant l'état de siège et comparer ça aujourd'hui. Je ne voudrais pas défendre les responsables de l'état de siège en Ituri, mais la folie des massacres a diminué, même s'il y a encore des violations. Pour revenir sur cette question des terrains, lorsque vous lisez les différents rapports des experts, même des Nations Unies, vous verrez qu'il y a même le nom des opérateurs économiques très connus en Ituri qui sont cités dans un certain nombre de rapport. Ça veut dire que les intérêts économiques sont protégés dedans. Comment pouvez-vous comprendre? Des camions poids lourds traversent les zones où opèrent tous ces groupes armés sans avoir été attaqués.
comment ils protègent leurs biens. Si ce n'est pas peut-être par le moyen des substances qu'ils donnent à ces membres des milices qui occupent en province de l'Itourie. Et donc tous ces éléments-là, lorsqu'on essaie d'analyser et d'approfondir des questions, on s'est dit que les intérêts économiques avec le force de l'argent essaient de prendre le dessus sur ceux qui veulent travailler pour la paix. Le bien finit par la porter sur les mal. C'est là que nous croyons qu'un jour ou l'autre, l'Itourie prendra l'élan de développement avec la fin de ces hostilités. Vous savez très bien, le mandat des députés nationaux est aussi national. Nous avons fait toutes les propositions faites lors des débats généraux sur le programme du gouvernement et nous allons suivre le coup. Pour ce qui est de l'insécurité dans l'ensemble de l'Est de la province de l'Itourie, ils ont dit de l'Est, nous allons dire simplement que l'Est a besoin de la paix et la paix entre par plusieurs moyens. C'est que le temps de votre interview nous a pas laissé de dire, par exemple, nous avons sur le sol congolais des groupes armés étrangers tels que EDF. Les EDF dont le TRAC avait poussé le gouvernement congolais à faire une alliance avec UPDF, l'armée ougandaise, qui n'arrive pas à dissuader ces groupes armés, bien sûr dispersés, qui écument maintenant petits groupes, mais nous pensons aussi que derrière la politique de l'Ouganda, c'est aussi d'éloigner l'ennemi, parce que l'EDF est l'ennemi de l'Ouganda, mais qui a sa base arrière dans notre pays, et l'Ouganda aurait une politique d'éloigner son ennemi de sa frontière. Par conséquent, au-delà des territoires de Beni dans sa partie nord, ces rebelles traversent maintenant dans l'Itourie, dans le sud des territoires d'Irumu et dans l'est des territoires de Mambasa. Et donc, ces trois territoires créent un triangle de mort à permanence. Il n'y a pas longtemps, plus d'une centaine de personnes venaient d'être massacrées dans le territoire, disons à jonction entre le territoire de Mambasa et le territoire de Beni. Et donc dire aujourd'hui ça, alors c'est un message important, dire qu'on doit consacrer l'essentiel de l'énergie pour la guerre contre M23 et oublier la partie nord, Nord Kivu, et une bonne partie du sud de la province de l'Itourie, ce serait commettre une erreur. Nous avons senti ça dans une déclaration même de porte-parole du gouvernement lors de l'enterrement des victimes des bombardements des cas de déplacés à Goma. Il a semblé minimiser les morts dans le nord de la province de Nord Kivu et les morts dans l'Itourie. Ce qui est un dérapage que nous ne pouvons pas tolérer et que nous ne pouvons pas le laisser consommer comme ça. Il y en a qui sont allés jusqu'à lui demander de retirer, mais il s'est entêté, il n'a jamais retiré ce propos qui a blessé la mémoire de tous ces gens, ces milliers de victimes de Nord Kivu et une bonne partie de la province de l'Itourie. Parler de pistes de solutions, tout de suite, on en a fait, mais ça peine à produire des résultats. Aussi longtemps qu'on n'aura pas déniché ce qui tire ficelle de ces conflits, on ne saura pas tout de suite proposer une solution. Parce qu'il se cache. Je vais vous dire, il y a plusieurs dimensions dans le conflit de l'Itourie, par exemple, tout comme au nord. L'Itourie est frontalier avec deux pays voisins, à savoir principalement l'Ouganda et le Soudan du Sud. L'Ouganda a ses intérêts en RDC, les intérêts qu'ils veulent exploiter à l'insu des autorités gouvernementales. Et alors, pour y parvenir, ils utilisent les faibles d'esprit qui peuvent succomber à leur offre et à continuer d'endeuiller l'Itourie. Entre-temps, ils profitent de piller les ressources de notre pays. C'est ce qui se fait. Je vais vous donner un simple exemple. Le territoire de Magui et de Djougou dans sa partie nord, produit la quantité suffisante de café. Mais lorsqu'on est en train de calculer le niveau de productivité de café, vous trouverez que le district de Nebi, par exemple, ou bien le district de Zombo est classé devant
le territoire de Djougou et de Magui qui produisent des cafés. Parce que tous les cafés produits à Djougou et à Magui traversent facilement à travers les deux districts frontaliers avec notre pays. C'est une guerre économique. Deuxième niveau de la guerre économique. Est-ce que vous pouvez vous poser la question pourquoi Total produit déjà le pétrole côté l'Ouganda dans le même lac Albert, tandis que le même Total a procédé aux prospections dans les Graben albertines, mais n'a jamais commencé les travaux de... Est-ce que c'est sur les gains que la société ne s'est pas attendue avec le gouvernement congolais? Il y a... Et alors, pourquoi c'est toujours dans cette région couverte par le lac Albert qu'il y a autant de violence? Vous pouvez interroger n'importe quel notable, n'importe quel député, sénateur de l'Ituri, mais jamais il vous dira que les Outuriens veulent souffrir de la guerre. Mais la guerre s'impose en Ituri. Voilà donc la dimension économique de la guerre. C'est la même situation que nous vivons aussi au Nord Kivu. Vous allez au Rwanda, vous ne trouverez pas une seule mine de coltan au Rwanda, mais les mines de coltan qui se trouvent dans le territoire de Walikale se vendent au Rwanda. Les minéraux se vendent au Rwanda et puis ça fait la renommée au Rwanda. Le Rwanda est proclamé comme producteur du coltan, par exemple, tandis que jamais vous n'écouterez le nom du Nord Kivu dans la production de coltan ni de cassiterite qu'on trouve à grande quantité dans cette province, à travers les différents territoires. Le pays met énormément de moyens dans la guerre injuste que nous impose notre voisin de mauvaise foi, à savoir le Rwanda. Aujourd'hui, plusieurs langues se délient pour dire même qu'on ne devait même pas communier avec la communauté internationale qui est pointée des doigts d'une manière ou d'une autre en train de soutenir le Rwanda qui nous fait cette guerre. La guerre nous est imposée injustement parce que si nous voyons l'histoire de M23 par exemple qui nous fait cette guerre-là depuis que M23 a commencé, le Rwanda n'a jamais été absent dedans, même si on ne l'avait pas dit tout court comme le chef de l'État le clame actuellement. Et la force de diplomatie congolaise a poussé aujourd'hui le monde à accepter et à reconnaître que c'est le Rwanda qui nous agresse à travers le M23. Ça fait que le gouvernement met énormément de moyens dans cette guerre. Ce qui a captivé notre attention, c'est que dans l'histoire des différentes législatures, 15 jours d'une session, c'est la plus courte, ou bien vous qui êtes déjà depuis longtemps ici, je pense que c'est l'une des plus courtes sessions que nous avons connues. Et notre pays est très grand, avec le nombre impressionnant des partis, avec le nombre impressionnant de groupements politiques. Ça n'a pas été facile pour que les responsables de ces groupes puissent se mettre d'accord sur la composition du gouvernement simultanément. Et ça a pris du temps. Ça fait que le temps consacré pour la session extraordinaire a consommé. Tout le temps est parti pour la session ordinaire des mois de mars. Moi, comme parlementaire, je ne peux pas en savoir plus. Qu'est-ce qui a effectivement bloqué? Mais l'essentiel, c'est qu'on a clôturé. Le gouvernement a été investi. Le gouvernement a pris les choses à bras le corps. Et c'est maintenant, comme l'Assemblée, comme tous les parlementaires, comme le président de l'Assemblée lui-même l'a dit, il revient maintenant aux parlementaires de faire le travail comme il se doit. Pour le cas de gouvernement investi, c'est une question de contrôle rigoureux de gouvernement, ce qui va être fait avec l'énergie que nous avons constatée dans le chef des nouveaux parlementaires élus. Je pense que cette fois-ci, les électeurs peuvent compter sur les députés. Dire que les intervenants se sont plus intéressés à leurs provinces respectives, ça faisait partie d'une stratégie de la prise de parole pour gagner l'État. Vous avez vu, on a travaillé de 13h jusqu'à 2h du matin et le travail n'était pas facile et les députés n'étaient pas satisfaits. Ils avaient encore le temps, ils voulaient encore continuer. Je vais vous dire, nous par exemple de la province de l'Ituri, nous avons été préjudiciés à dépit de tout les efforts que nous avons fournis pour obtenir la parole. Nous n'en avons pas eu. Et nous ne sommes pas sortis satisfaits de là. On a écrit, on est revenu vers le bureau, mais au regard des nombres
nous devons accorder aussi au président du bureau les bénéfices de doute, que peut-être il était animé de bonne foi, mais le temps nous a fait défaut. Chacun a parlé, chaque intervenant a parlé de sa province. Mais est-ce que le gouvernement a pris le tout à contact? Nous allons voir le gouvernement lors de la session budgétaire qui arrive, session de septembre. Parce que c'est là que nous allons lire le budget que le gouvernement va nous proposer. Et on va voir lors des débats, telle province avait posé tel problème. Est-ce que ces problèmes intègrent? Parce que même si on ne peut pas dire dans le budget qu'on va faire ça, mais on saura voir le moyen alloué à chaque province, à chaque territoire. Ça, on saura voir. Et c'est à partir de là que nous saurons si les propositions faites par les parlementaires au gouvernement ont été prises en compte ou pas. Des manipulateurs qui ne veulent pas que ceux qui travaillent pour la paix réussissent, qu'il y a des intérêts là-dedans. Vous ne pouvez pas aimer demeurer dans la violence ou alors dans les violences sans pour autant avoir des gains de cause là-dedans. C'est la raison de persistance et de violence en dépit de tous les efforts déjà fournis par les autorités tant au niveau provincial que national.